les Angèles. Bon, alors avec ça, vous m'avez toujours pas dit, croyez-vous oui ou non que notre rencontre est un hasard? Est-ce que c'est à moi? Oui, Moi, oui, je sais que oui, c'est- oui. On peut recommencer. Non, 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 non. Il y a probablement des circonstances dues au hasard qui ont fait que vous avez mis les mains sur mon livre, que mon livre est entré dans votre vie. Toutefois, le fait de me demander de faire une entrevue, là on échappe au hasard. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Comme si ce livre vous appelait quelque part et vous avez répondu à ce rendez-vous. Mais vous auriez pu très bien laisser ce rendez-vous muet. Vous auriez pu ne pas répondre à ce rendez-vous. Et à ce moment-là, ça aurait pu être un hasard bien intéressant, mais peut-être pas nécessairement nécessaire. Tout cela paraît assez mystérieux, ces histoires de hasard qui n'en sont peut-être pas. Il paraît d'ailleurs que entre le hasard et le mystère se glisse l'imagination. Ça, c'est une phrase de Louis Buñuel. Hein? Oui. Oui. Alors, si vous me permettez, j'aimerais qu'on laisse place un instant à l'imagination. Vous êtes d'accord? Oui. Je vais vous dire le nom de quelqu'un. Et puis, j'aimerais que vous me disiez ce à quoi ce nom vous fait penser. Vous êtes toujours d'accord? Oui, oui. Faites le vide. Constance Chlore. Que vous évoque ce nom? Immensité. C'est tout? Abeille. Oui. Transformation. Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent. Est-ce que c'est votre inconscient qui vous dicte ces réponses ou votre raison? Plus je m'avance dans le Saint-Laurent, plus c'est mon inconscient. Quelle coïncidence vous a fait rencontrer Constance Chlore? Tout d'abord, c'est un auteur qui s'est inséré dans notre vie, Ouais. Milan Kundera, qui a été le point de départ d'une affinité, en fait. Mais lorsque j'ai rencontré Constance Chlore, la première chose que j'ai aperçue dans son appartement, c'est un livre. C'est le livre L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. J'ai eu la puce à l'oreille à la fois de cet auteur et de cette femme que je venais de rencontrer. Jean-François Vézina, bonjour. On va essayer de lever un peu de mystère. Vous venez de faire paraître Les hasards nécessaires, c'est aux éditions de l'Homme, un livre qui a pour sous-titre La synchronicité dans les rencontres qui nous transforment. Vous êtes actuellement, Jean-François Vézina, en duplex dans notre studio parisien avec Alexandre Demière en régie de votre côté, et puis je suis moi-même à Lausanne avec Nicolas Roland. Nous ne nous voyons donc pas. Jean-François Vézina, vous habitez à Québec, c'est ça? Voilà. Et vous venez à Paris mais pas en Suisse. La Suisse, curieusement, justement, je viens d'aborder la question avec mon agent de presse, c'est la prochaine destination. Mais pour l'instant, je me consacre à la France pour comme avoir un premier contact avec l'Europe pour la promotion des hasards nécessaires. Parce que vous avez des liens, je dirais, indirectement avec l'Helvétie. Par le biais de Jung, Exact. probablement. Par le biais de Jung, voilà. Jean-François Vézina, vous êtes psychologue et président du Cercle Jung de Québec. Qu'est-ce que c'est que ce cercle? C'est un cercle qui organise des conférences et des activités autour de l'œuvre de Carl Gustav Jung. Oui. Principalement des conférences, mais aussi des activités autour du cinéma, où on invite les gens à aller voir des films, et puis ensuite on commente les films à la lumière, justement, des principaux aspects de la pensée de Jung. Oui. Donc c'est une façon d'introduire la pensée de Jung à un vaste public par le biais du cinéma, on peut dire c'est un peu comme les mythes d'aujourd'hui. Jung est intéressé beaucoup aux mythes. Alors, le cinéma, c'est un peu comme nos mythes d'aujourd'hui. Ouais, est-ce qu'on pourrait dire, je dirais de manière peut-être raccourcie, que dans le cinéma se retrouve tout ce qui est de l'inconscient collectif cher à Jung? Oui, c'est un espace de projection, justement, un espace de projection, un peu comme la toile de cinéma recueille les images dans une obscurité. Notre inconscient projette les images la nuit, les images personnelles la nuit. On peut supposer qu'un mythe ou un film qui marque une société, c'est un peu comme un rêve collectif. Ouais. Vous êtes vous-même également conférencier et compositeur de musique électronique. Oui, en fait, j'aime beaucoup créer des espaces sonores. Je prends beaucoup de temps pour écouter la vie des gens. Depuis maintenant près de 10 ans que j'écoute les confidences des gens. Avant d'être psychologue, j'ai beaucoup travaillé dans un poste d'écoute téléphonique pour personnes en détresse. Oui. Donc pendant plus de 10 ans, je me suis sensibilisé à la réalité des gens, à la souffrance des gens.
Et puis, j'aime pouvoir créer quelque chose avec ce que je reçois. Et la musique est pour moi un médium que j'adore. J'aime créer la musique, mais j'aime aussi créer des sons. En fait, je travaille avec des synthétiseurs et tout un équipement informatique pour à la fois créer des mélodies, créer de la musique, mais aussi créer des sons pour explorer par le biais donc de la composition de musique électronique. Vous parliez de Milan Kundera. Les vies humaines sont composées comme une partition musicale. L'homme, guidé par le sens de la beauté, transforme l'événement fortuit, une musique de Beethoven, une mort dans une gare, en un motif qui va ensuite s'inscrire dans la partition de sa vie. Il y reviendra, le répétera, le modifiera, le développera comme fait le compositeur avec le thème de sa sonate. Alors ça, c'est donc Milan Kundera. Est-ce que votre vie, Jean-François Vézina, ressemble à votre musique? J'essaie que ma vie soit musique. En fait, j'essaie de créer ma vie comme je pourrais créer une pièce musicale. J'aime beaucoup voir l'inconscient collectif comme étant celui qui dirige l'orchestre d'une certaine façon. J'aime bien aussi me voir comme m'inscrivant dans une symphonie qui est déjà en marche. Et d'essayer de trouver ma place dans cette symphonie déjà en marche est à mon avis le défi de ma vie, le défi du sens de la vie. Tout le défi réside dans jouer correctement sa partition dans cette grande symphonie. Alors j'essaie de faire en sorte que ma vie s'harmonise à la grande symphonie. Toute musique, qu'elle soit électronique ou pas, a une mélodie. Vous pouvez m'en susurrer, je dirais, quelques notes? Ah, ça, je serais vraiment embêté. Parce que souvent, tout réside dans la qualité du son et ma voix. Et en fait, je n'ai pas de talent pour chanter. Alors, toute ma musique est instrumentale. J'essaie de traduire sans mots. Je vous lis, Jean-François Vézina. Il est fascinant d'observer comment les gens franchissent les portes de notre existence. Ils surgissent bien souvent à la suite de coïncidences invraisemblables, telles des personnages de films ou de romans. Puis, ils défilent le long des pages de notre histoire et nous incitent parfois douloureusement à terminer des chapitres et à faire progresser notre récit personnel. C'est donc un extrait de Les hasards nécessaires, publié aux éditions de l'Homme. Et c'est un livre qui a aussi une préface. J'aimerais savoir comment le signataire de cette préface, à savoir Michel Cazenave, qui est philosophe, écrivain et directeur des programmes à France Culture, a franchi le pas de porte de votre existence. Michel Cazenave est entré dans ma vie dans une bibliothèque. C'est par le biais d'un livre. À l'époque, c'était La science et l'âme du monde. Je parcourais la bibliothèque désespérément à la recherche de livres sérieux sur la synchronicité. Et je suis vraiment tombé par hasard sur cet auteur et sur ce livre. Alors, dans un premier temps, dans l'anonymat d'une bibliothèque, ce livre m'a comme trouvé d'une certaine façon, parce que je ne cherchais pas directement cet auteur, mais donc je suis tombé sur ce livre, La science et l'âme du monde. Dans un deuxième temps, je me suis intéressé davantage à cet auteur, Michel Cazenave, et je me suis rendu compte qu'il a écrit un collectif avec notamment Hubert Reeves, l'astrophysicien, avec Marie-Louise von Franz, Karl Pribam et plusieurs personnes que l'on pourrait dire sérieuses dans le domaine. Parce que vous savez, ce qui est embêtant parfois avec la synchronicité, c'est de trouver des choses qui ont un fond plus ou moins scientifique, c'est-à-dire qui ont une démarche sérieuse. Alors moi, je m'intéressais à ce concept, mais je cherchais quelque chose de sérieux. Et Michel Cazenave est arrivé dans ma vie justement à ce moment-là, et par le biais de ces deux ouvrages. Donc, c'est ainsi qu'il est entré dans ma vie. Je l'ai invité à venir donner des conférences au Québec. Et c'est, à mon avis, l'auteur qui est le plus sérieux et qui respecte le mieux, à mon avis, la pensée de Jung, à ce titre notamment de la synchronicité, qui, avouons-le, dans toute l'œuvre de Jung, est probablement un des concepts les plus difficiles. Alors bien sûr, la synchronicité, Jean-François Vézina, on va en parler un peu plus loin et presque tout au long certainement de cette émission. Mais là, ça fait 3 rencontres dont vous parlez, et à chaque fois un livre à la clé. Constance Clore, Kundera, vous et moi en l'occurrence, c'est-à-dire avec les auditeurs, avec votre livre, Les hasards nécessaires, et puis cette troisième rencontre, Michel Cazenave également par un livre. Oui. Je m'intéresse beaucoup à la rencontre. Oui. La rencontre dans un sens large. La rencontre avec une idée contenue dans un livre, la rencontre avec un livre, la rencontre avec une personne ou la rencontre avec un film qui survient au bon moment.
Et si on veut faire simple avec la synchronicité, c'est de voir qu'il y a des moments pour faire des découvertes. Et que même si on veut travailler très très fort parfois, qu'il y a un temps pour la découverte, qu'il y a un temps pour la transformation. Et lorsqu'on se rend disponible, c'est souvent un livre qui peut nous faire bifurquer vers des ailleurs, vers un ailleurs. Si je vous entends bien, on pourrait dire que la synchronicité, c'est le hasard, mais au bon moment? C'est une qualité de moment, voilà, c'est un hasard qui arrive au bon moment. Ouais. C'est surtout un hasard qui transforme. C'est surtout un hasard qui crée un avant et un après. Et ça, je crois que c'est fondamental pour différencier la synchronicité, le hasard nécessaire, de la coïncidence banale, de la coïncidence qui n'aura pas d'incidence dans une vie. Et ça, justement, Michel Cazenave est très révélateur là-dessus. Il donne l'exemple de son fils, son fils Tristan Cazenave, qui est né un 26 mai 68, je crois. Et donc, il reçoit une convocation pour une université adressée à un Tristan Cazenave, né un 26 mai 68. Je me souviens pas exactement de la date, mais bon, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a une correspondance de date. Donc, il reçoit cette convocation, il va voir son fils, il dit « Regarde, tu t'es inscrit à cette université, c'est adressé à toi, regarde la date de naissance, c'est la même que toi. » Et là, son fils regarde la convocation, il dit « Non, je ne suis pas du tout inscrit à cette université. » Alors là, Michel Cazenave, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre cette inscription et il va tout de suite la retourner à l'université pour se rendre compte que quelque part en France, il y a un Tristan Cazenave qui est né un 26 mai 68. Michel Cazenave, amusé, va aller vérifier l'heure de naissance des deux personnes pour se rendre compte qu'il y a quelques minutes seulement qui différencient les deux naissances de deux Tristan Cazenave nés le 26 mai 68 en France, ce qui est assez peu fréquent. On est dans le hasard, on est dans la coïncidence. Mais ce hasard, et Michel Cazenave le donne comme un contre-exemple de la synchronicité, ce hasard est bien amusant, mais ne transforme rien, ne change rien dans la vie de personne. Et là, on est dans le hasard pur, tout simplement, dans la coïncidence. Alors, si vous voulez bien, avant de s'aventurer un peu plus sur le terrain incertain de la synchronicité, j'aimerais qu'on en finisse avec votre biographie. J'ai vu que vous avez fait de la radio. Oui. Une émission qui s'appelait Projection. Oui. Vous faisiez allusion à la projection psychologique ou à la projection cinématographique? Je faisais justement allusion aux deux. Parce que vous savez, ce qui est amusant, c'est de voir que la psychanalyse est née au début du siècle dernier, en même temps que le cinéma. Alors c'est à la fois la science de la psychanalyse, avec toutes ces recherches sur l'inconscient, et à la fois la science du cinéma, si on peut dire, ou l'art du cinéma, sont nés au même temps, en même période. Ça, je trouvais ça amusant, de faire ces rapprochements. Les rapprochements que je faisais, parce que là, j'ai arrêté de faire l'émission Projection pour me consacrer notamment à la promotion de mon livre et à développer des conférences et tout ça. J'avais des invités, et le point principal était de choisir l'invité en fonction d'un film qui l'avait touché et de m'intéresser à justement le contenu, c'est-à-dire le sens. Qu'est-ce que dans le film, qu'est-ce qui avait bouleversé la vie de la personne dans le film, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'était de voir le timing. On a commencé à aborder la question de timing ensemble, la question du temps juste. Alors, je m'intéresse aussi à quand est-ce que ce film-là entre dans la vie. Alors, c'est ces deux axes, et donc les deux axes principaux dans lesquels j'inscrivais cette émission. Et donc, on parcourait le film à partir de ces deux axes.
On ne se voit pas, hein, comme je l'ai déjà dit donc, en début d'émission. Jean-François Vézina, je vais vous poser une question vache. Que projetez-vous sur le seul élément que vous ayez de moi, à savoir ma voix? C'est... Encore une fois, c'est les montagnes. J'ai dit vache la question parce que vous m'avez confié juste avant qu'on commence cet enregistrement que vous n'aviez jamais participé à ce type d'émission où vous ne voyez pas l'interlocuteur. C'est comme votre téléphone. Oui, d'une certaine façon, oui. Alors, je pense aux montagnes, je ne sais pas, j'ai une fixation probablement sur les montagnes. C'est l'image qui me vient. Et puis, je fais les liens aussi avec ce qu'il y a ici dans le studio et je suis bien amusé de trouver du chocolat suisse. Donc j'ai envie justement, probablement tout à l'heure, d'en prendre une petite bouchée. Il est tout aussi fascinant d'observer comment les livres trouvent leur chemin jusqu'à nous. Je vous lis encore, Jean-François Vézina, un extrait toujours des Hasards nécessaires publiés aux éditions de l'Homme. Le projet de ce livre s'est imposé à moi au fil de nombreuses coïncidences. Il y a maintenant plusieurs années, alors que je voyageais seul dans le Sahara, après un séjour en République tchèque. Qu'est-ce que vous avez fait en République tchèque ? La République tchèque, c'est un peu comme ce genre de voyage qu'on n'a pas décidé volontairement, mais pour lequel on a senti un appel. Je suis allé tout simplement dans ce pays, justement en écho à l'œuvre de Kundera. À l'époque, je ne savais pas que Kundera était tchèque. Je ne peux pas l'expliquer rationnellement, mon intérêt pour cette ville, mais j'ai senti à un certain moment de ma vie l'appel pour aller dans cette ville et dans ce pays. Que je découvrais à la fois, intuitivement, mais à la fois par l'œuvre de Kundera. Et j'ai toujours aimé lire les auteurs aussi dans la ville où ils ont vécu aussi. Alors c'est à la fois un voyage dans un lieu, mais aussi dans une culture aussi, donc par le biais de cet auteur. C'est dans mon expérience professionnelle, je poursuis, et dans mes rapports interpersonnels que j'ai puisé les exemples et les réflexions principales qu'il contient. Ces réflexions se sont poursuivies alors que je faisais briller les planchers des corridors obscurs d'un hôpital, la nuit, pour assurer les fins de mois difficiles d'un jeune psychologue que j'étais. Puis, l'impulsion déterminante eut lieu à la suite d'une synchronicité saisissante qui marqua symboliquement la fin d'une relation passionnée. Quelle est cette synchronicité ? Alors, en début d'entrevue, vous avez parlé de Constance Clar. Ouais. C'était le nom, justement, de cette personne. Alors, je fais une révélation en ondes. Donc, c'est une personne dont j'avais rencontré, comme je disais, par le plus grand des hasards. Ce qui était important de retenir dans cette relation, au début, c'était le motif de l'abeille. Curieusement, comme ça, sans raison, régulièrement dans notre relation, lorsqu'on prenait des marches, je ne sais pas si vous dites ça en Suisse, prendre une marche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aller en promenade. Je surveille toujours les thèmes québécois. On dit aller prendre une marche. Et là, j'aurais imaginé comme une montée d'escalier. C'est intéressant de voir le sens de ça. Absolument. Pour faire simple, lors de nos promenades, il y avait régulièrement la présence d'abeilles. Ouais. Et donc comme ça, sans raison. Et puis, comme cette femme vivait dans une autre ville, je devais faire un choix. Elle devait faire un choix. Est-ce qu'on va vivre ensemble? Non. Bon, finalement, on a décidé d'un commun accord de ne pas changer de ville, de mettre un terme à la relation. Mais en même temps, c'était un choix difficile. On se dit, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Bon, tout ça. Eh bien, le lendemain de ma décision, je suis chez moi. C'est une abeille qui me réveille, donc qui tourne au-dessus de moi. Bien amusant, un rappel du motif du début. Et c'est là que l'idée du motif, on a parlé tout à l'heure du motif, le motif dans la symphonie d'une vie qui se répète, c'est comme si dans le concerto relationnel que je vivais avec la femme qui s'appelle Constance Clar, mais Bérénice aussi, là, je lui donne deux noms pour ne pas la reconnaître. Bon. Le thème de l'abeille est un thème qui se répétait dans notre relation et qui donc le thème du début qui était repris à la fin. Je suis en train de m'écouter moi-même. Alors, une abeille me réveille le jour où nous décidons de rompre. Est-ce que je pourrais terminer l'écoute de moi-même avant d'entrer dans le jeu? Je trouve à côté de mon lit. Il faut dire que je suis toujours dans une période de questionnement. Il faut dire que je me demande si j'ai pris une bonne décision. Bon, je suis dans un embarras. Je me dis, est-ce que c'est bon? Bon, je me questionne. Je trouve à côté de mon lit une abeille morte avec un cheveu rouge qui entoure l'abeille. Le cheveu rouge était un cheveu de Constance Clar. Elle s'était teint les cheveux avant la rupture. C'était un cheveu qui lui appartenait. Un cheveu dans une abeille morte,
après une rupture, c'était assez révélateur pour moi de la décision que j'avais prise. C'était assez révélateur, ça confirmait d'une certaine façon le choix, mais ça renvoyait le motif de l'abeille dans notre relation à la fin de la relation, comme pour sceller la relation, la fin de la relation. Ça renvoie surtout à un symbolisme intéressant du cheveu. Le cheveu est associé à l'intimité. Dans toutes les traditions, brosser les cheveux de quelqu'un, par exemple, c'est associé à l'intimité. Alors moi, je l'ai interprété, ou à tout le monde, j'ai essayé d'entendre un sens derrière ça. C'est un échec de l'intimité dans cette relation, mais en même temps, la possibilité d'une transformation. Suite à cette rencontre, effectivement, que ma vie a changé. J'ai voulu ramener cette personne dans ma vie, mais non, ce n'était pas possible. C'était une de ces personnes, une de ces rencontres qu'on peut dire qui nous bouleverse, mais vous savez, les gens qui nous ouvrent les plus grandes portes dans la vie, c'est pas nécessairement avec ces personnes qu'on va les franchir. Alors évidemment, ce récit soulève plusieurs questions auxquelles vous allez répondre un peu plus tard, si vous le voulez bien. J'ai remarqué également que vous aimez bien les petits animaux comme les insectes. Je vous lis encore. Mes hypothèses ont trouvé un banc d'essai lors d'une tournée de conférences donnée en France et en Italie par la synchronicité relationnelle. Au terme de ce périple, me voilà en Égypte, dans le désert de Libye, où je rédige ces lignes. Voici donc un livre métissé dans lequel j'intègre au début de chaque chapitre mes expériences de voyage. Le voyage des idées et le voyage vers les lieux qui m'ont attiré, mais surtout le voyage vers l'autre, constitue la prima materia de ce texte. Alors vous parlez de la rencontre, Jean-François Vézina, de la rencontre comme d'un voyage vers l'autre. Alors quand on voyage, il nous faut quelques effets personnels, de la nourriture, de l'eau. Que faut-il avoir dans sa besace lorsqu'on voyage vers l'autre? Surtout un état de grande disponibilité. J'aime bien faire la différence entre le voyageur et le touriste. Pour faire simple, et ça je reprends les propos de Paul Bowles, l'auteur du Thé au Sahara, un très très beau film, très très beau livre, où il fait la différence. J'aime beaucoup la métaphore du voyageur, à la fois pour le voyage réel, mais aussi pour le voyage vers l'autre, cet état de disponibilité, surtout cet état où on laisse l'autre être tel qu'il est, où on laisse l'autre exister, au lieu de vouloir le changer, au lieu de vouloir le transformer continuellement, au lieu de vouloir lui imposer notre vision du monde, ce qui est le propre du touriste. Qu'est-ce qu'il fait le touriste qui différencie du voyageur? C'est qu'il ne quitte jamais son pays d'origine, c'est-à-dire lorsqu'il se déplace, soit dans des lieux ou lorsqu'il entre en relation, il emmène ce qu'il est et il l'impose à l'autre. Il y a une belle expression qui dit « tu ne peux pas entendre ce que je dis parce que ce que tu es parle trop fort ». C'est un peu ça le drame du touriste, c'est d'imposer son monde dans le nouveau monde qu'il va visiter. Alors que le voyageur se laisse toucher par l'autre, se laisse toucher par la différence de l'autre. Et dans une société où on aime le confort, c'est sûr que la réalité de l'autre nous dérange toujours d'une certaine façon parce que l'autre est autre. Et est-ce qu'on accepte de se laisser transformer par l'autre? Est-ce qu'on accepte justement, à la fois dans nos relations, ou aussi dans le voyage, que dans une relation, on puisse être transformé? Alors, est-ce que vous pensez que vous disposiez, je dirais, de cet outil-là dans votre besace lorsque vous avez rencontré Constance Clore? Je crois qu'il y avait une nécessité pour moi de re-questionner une foule de valeurs. Je crois qu'il y avait une nécessité pour moi d'élargir ma conception du monde. Il y avait probablement en moi le potentiel de faire quelque chose de créateur. Je crois que cette rencontre a permis à mes élans créateurs de se déployer. Je pense à l'écriture et je pense à la musique principalement. Suite à cette rencontre, à la fois l'écrit et la musique ont connu dans ma vie une autre dimension. Un voyage, ça se prépare, et une rencontre? On se prépare par la disponibilité. Je crois que... Puis en même temps, c'est un mystère, la rencontre. C'est un pays mystérieux, la rencontre. On peut bien dire qu'on veut voyager, mais on ne sait pas exactement ce qui va se produire dans le voyage. Je crois que ce qui fait la magie de la rencontre, c'est la place que nous allons faire à l'imprévisible, l'espace que nous allons laisser pour l'accidentel, pour le hasard. Et pourtant, une rencontre préparée, quand bien même cette préparation n'est qu'un état de disponibilité, une rencontre préparée n'est plus un hasard. Ben là, à ce moment-là, je questionne toute l'industrie de la rencontre. Vous savez, dans les statistiques, il y a des statistiques qui ont sorti récemment à l'Institut national des études démographiques ici en France, qui démontraient que dans le pourcentage, comment les gens se sont rencontrés.
Au niveau des agences de rencontres, puis de la programmation, ce qu'on pourrait appeler la programmation de la rencontre, c'est uniquement 1% dans les sondages qui ont été réalisés. La majeure partie, on se situe autour de 13%, c'est dans des lieux publics. 12% autour du travail. C'est généralement davantage dans les lieux publics ou dans des endroits où on ne devait pas être que se fait la rencontre. Où on ne devait pas être, expression à prendre, je dirais, avec quelques nuances. En fait, où on ne devait pas être selon notre programme de vie habituel, mais qui nous rend disponible à un avant et un après. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les rencontres, c'est celles qui vont créer un avant et un après. Et j'aime beaucoup regarder, par exemple, l'exemple de la rencontre entre Carl Gustav Jung et Sigmund Freud. Cette rencontre a été déterminante dans la vie de Jung. On peut vraiment voir qu'avant la rencontre avec Freud, Jung opère d'une certaine façon, Jung travaille d'une certaine façon. Mais après, surtout, principalement, après sa rupture difficile, il faut bien le dire, parce que pendant plus de 6 ans, Jung a erré, ou à tout le moins, il était aux prises avec des imaginations très très fortes de son inconscient. Ça a été pour lui une période de Nekia, ce qu'il qualifie la Nekia, en référence au chant d'Ulysse, la descente au royaume des morts, suite à la rencontre avec Freud. Mais dans cette remontée, et on peut dire aussi dans ce chaos, c'est dans ces moments qu'il a puisé sa créativité. Renaître de ses cendres. Voilà, et qu'il a créé son œuvre. Alors on peut dire qu'avant Freud et après Freud, Jung, il y a un avant et un après. La synchronicité, et là c'est la préface de Michel Cazenave dont je livre un extrait, la synchronicité est sans conteste, dans toute l'œuvre de Jung, l'une des notions les plus risquées, mais aussi les plus nécessaires quant à la réalité des phénomènes psychiques. Qu'est-ce en effet que la synchronicité ? Alors vous en avez donné bien sûr, je dirais un aperçu, mais j'en aimerais un peu plus, Jean-François Vézina. Oui, alors si on veut donner une définition un peu plus serrée de la synchronicité, disons que c'est une coïncidence qui est chargée de sens. Donc ce qui est vraiment important, le premier point de la définition, là, c'est vraiment cette idée que la coïncidence est chargée de sens. Donc une coïncidence entre un ou plusieurs événements objectifs, donc les événements qui se produisent dans la réalité, avec un ou plusieurs événements subjectifs, que l'on dit acausal. Donc Jung a dénommé cette expression, en fait, la causalité, pour rendre compte d'un lien par le sens. Ce n'est pas par la cause que ces deux événements se lient, c'est par le sens. Cette coïncidence dégage une forte charge émotionnelle et témoigne de transformations profondes. Elle se produit généralement en période de transition de liminalité du mot limens, qui veut dire seuil, ou de chaos. Alors voilà tous les éléments de la définition. Liminalité, voilà, c'est du mot limens, qui veut dire au seuil de quelque chose. C'est lorsqu'on est au seuil de quelque chose. L'imminence, j'aime beaucoup ce jeu de mots, effectivement. L'imminence, lorsque quelque chose est imminent à l'intérieur de la psyché, quelque chose à l'extérieur risque de se produire pour faire écho à cette nécessité. On ne touche pas une fleur sans déranger une étoile. James Thomson. Yes. Voilà. C'est poétique, ça. C'est très, très poétique. C'est la théorie du chaos, si on veut bien. C'est se rendre compte que la causalité fonctionne bien. La causalité, là, commençant par un C, fonctionne bien dans les systèmes mécaniques. Mais la causalité ne fonctionne pas très bien dans la complexité, lorsque tout est interrelié. Et de fait, la réalité nous indique que tout est interrelié. Et ce que Jung va développer avec l'idée d'inconscient collectif, c'est que la psyché et la matière est intimement liée. D'où la possibilité de ces coïncidences chargées de sens qui vont se présenter à nous dans la réalité. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on connaît bien le travail de rêve la nuit. Mais Jung a développé aussi la possibilité que les symboles puissent se présenter à nous justement par ce unus mundus, ce monde un, cette possibilité d'interaction entre psyché et matière, justement par le biais d'événements objectifs. C'est votre veille, par exemple. Oui, voilà, c'est un symbole. J'aurais pu rêver de la veille, ça aurait pu faire le même travail. Mais au lieu de rêver, lors d'une période de nécessité, le sens était tellement important qu'il prend le chemin du réel. Donc il faut voir que pour que la psyché utilise ces symboles en pleine réalité, il faut qu'il y ait une nécessité d'autant plus grande de transformation, ou à tout le moins dans l'inconscient, quelque chose d'important qui se passe. Donc c'est vraiment à ce niveau que la synchronicité fonctionne. Elle fonctionne par nécessité de développement psychique.
Je m'explique, c'est de voir que la psyché cherche toujours, un peu comme Michael Crichton le disait dans le parc Jurassique, oui. La nature cherche. Jurassic Park, en français. Jurassic Park. En français venu des États-Unis. Très intéressant. La nature suit toujours son chemin. C'est un peu cette idée là, qui est dit dans ce film. Ouais. Donc, voilà un peu pour cette incursion de la psyché dans la matière, de la matière dans les psychés. Il y a une belle expression qui dit, je ne sais pas d'où elle vient, mais aussi qui me rappelle cette idée, c'est, dans le fond, la matière, c'est de l'esprit pesant. Ça, j'aime bien. J'ai évoqué donc la théorie du chaos, donc le battement d'aile d'un papillon ici déclenche un ouragan à l'autre bout du monde. Vous voyez que vous aimez bien les insectes, mais enfin ça... On pourrait analyser ça en profondeur. Oui. Et je ne parle pas du moustique de Jurassic Park. Donc vous aimez les insectes, vous aimez les fleurs. Hein. Il y a eu cette phrase tout à l'heure que j'ai citée, on ne touche pas une fleur sans déranger une étoile. Vous mettez en exergue également, en tête du même chapitre, ce qu'il faut de saleté pour faire une fleur. Ça, c'est une phrase de Félix Leclerc. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi ces deux phrases, je dirais, florales ? Tout d'abord, dans un premier temps, pour rendre compte de cette unité du monde auquel nous renvoie la synchronicité, alors qu'on est habitué beaucoup plus à un monde qui est divisé, l'intérieur est divisé de l'extérieur, la psyché est divisée de la matière. Alors, cette phrase me renvoie à la nécessité de rétablir cette vision unifiée de l'univers, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, avec cette deuxième citation qui nous vient de Félix Leclerc, qui est un poète québécois, c'est de rendre compte de la nécessité de regarder la réalité aussi telle qu'elle est, la réalité, elle est parfois aussi sale, entre guillemets, c'est-à-dire chaotique. Vous avez fait allusion à la théorie du chaos, le mot chaos, on en a peur, mais en même temps, le chaos, il est nécessaire. Je pense juste... Il est nécessaire à rendre compte d'une vision réelle de la vie. Je pense juste au battement du cœur. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est rendu compte. Les théoriciens en théorie du chaos se sont rendus compte que le battement du cœur, pour qu'un cœur soit en santé, il n'est pas complètement rigide. C'est-à-dire, il ne fonctionne pas exactement toujours. Le tempo du cœur n'est pas toujours exactement pareil. Il y a des petites variations dans le battement cardiaque qui lui permettent de garder sa santé. Et ça, c'est important. Quand est venu le temps de créer des stimulateurs cardiaques et qu'on donnait des impulsions électriques trop régulières, le cœur mourait. Le cœur ne peut pas vivre avec trop de régularité. C'est la même chose avec le cœur amoureux. Le cœur amoureux ne peut pas vivre avec uniquement de la régularité. Il a besoin de chaos. Le chaos étant étymologiquement ceci un verbe bailler. C'est un bâillement qui crée de l'oxygène, qui oxygène une situation qui a tendance à s'atrophier. À titre anecdotique, pensez-vous que le battement du cœur d'un homme ici déclenche un ouragan? Ce qui serait intéressant, c'est de faire une symphonie avec tout le battement de cœur des hommes. Ouais. Encore faudrait-il réussir à les mettre à l'unisson, peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Vous dites donc que le monde du rêve et de la réalité partagent certainement plus d'affinités que ce qu'il nous révèle en apparence. C'est un petit peu ce que j'ai pu entendre dans votre récit autour de l'abeille, que vous avez trouvé concrètement, réellement, physiquement, morte au pied de votre lit et que vous auriez pu rêver aussi. Hein. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, qu'il y a autant de passerelles entre le monde du rêve et de la réalité ? C'est surtout dans la possibilité de voir des transformations lorsque les transformations occurrent. Dans ma relation, c'était clair que ce message envoyé par l'abeille m'indiquait que la relation n'était plus possible. J'avais la certitude, à tout le moins, à partir de cet exemple, que la relation n'était plus possible. Quelques jours après, les derniers objets de ma relation étaient déposés à la porte. Elle était venue dans ma ville déposer les objets. C'était comme une confirmation qu'il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un avant et un après. À partir de là, le temps se divisait en deux. Il y a un avant, il y a un après. Mais ça, encore faut-il être capable de l'interpréter. On y reviendra tout à l'heure. Alors, je vous ai demandé qu'est-ce qui vous fait dire ça, donc passerelle entre le monde du rêve et de la réalité, mais qu'est-ce qui vous l'a fait écrire aussi? Enfin, pourquoi ce livre? Ce livre est issu d'une nécessité, effectivement, que, à travers ces coïncidences, je me suis dit, j'essaie de comprendre. Et c'est là que, comment dire, lorsqu'arrive ce type d'événement, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et ça nous appartient à chacun. Pour moi, le sens de ma vie passait par l'écrit. Je sentais une nécessité d'essayer de rendre compte de ça et surtout
Je sentais que la synchronicité, c'était un concept fascinant, mais qui avait besoin justement d'exploration. Et c'est un livre d'exploration où je ne pose pas de dogme, mais je pose les bases d'une exploration sur ce phénomène de la synchronicité. J'essaie de demeurer très prudent. Il faut être très, très prudent. Et il faut être très prudent avec la synchronicité lorsqu'elle survient dans notre vie. Sinon, on tombe dans la superstition. L'interprétation. Et voilà, l'interprétation abusive. Parce que dans une synchronicité, c'est pas toujours nous qui trouvons le sens, c'est nous qui nous laissons trouver par le sens, ce qui est très différent. Est-ce que je me laisse trouver par le sens ou si plutôt je vais inventer un sens uniquement avec ma raison? Alors le travail avec le sens se fait par l'intuition, il se fait par un degré de disponibilité, ce qui doit advenir justement de l'ordre de cette intuition qui me dit je dois aller vers là, je ne sais pas rationnellement pourquoi, mais je sais que je dois passer par là. Vous évoquez dans votre livre, Jean-François Vézina, Les hasards nécessaires, sous-titré La synchronicité dans les rencontres qui nous transforment, publié aux éditions de l'Homme. Vous évoquez l'importance du lieu. Une rencontre se fait évidemment toujours dans un lieu même, une rencontre avec un livre, même une rencontre avec une idée, même une rencontre avec soi-même, je ne sais pas. L'importance du lieu. C'est de voir le contexte dans lequel la rencontre se fait. On porte attention au décor dans un film. Vous savez, quand on regarde un film, c'est pas par hasard si telle scène se déroule dans un café, si telle scène se déroule dans un espace plus vaste. Il y a un choix volontaire qui a été fait par le réalisateur. J'aime cette idée, et c'est à vérifier, c'est à explorer. J'aime cette idée que l'inconscient agit comme un réalisateur de films dans notre vie et installe des contextes de rencontre. Alors, je vais m'intéresser à dans quel contexte la rencontre s'est faite et interroger parfois les gens. Où vous vous êtes rencontrés? À quel moment vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qu'il y avait dans le décor de votre rencontre? Quelle musique jouait lors de votre première rencontre? Qu'est-ce qu'il y avait justement sur les murs? Donc, essayez d'explorer le décor ou le contexte de la première rencontre. Ce qui est intéressant de regarder, c'est de voir que dans les débuts, souvent est contenu des motifs
qui vont être présentes tout au long de la relation, les premières paroles qui vont être dites dans une relation. Donc, ce qui va être fait dans une première rencontre, parfois, peut-être pas toujours, mais parfois, nous allons pouvoir trouver des motifs qui vont se répéter dans la relation et qui sont déjà inscrits au tout début. Un mot sur la synchronicité transgénérationnelle. Oui, ça c'est en référence avec les travaux de Anne-Anselin Schutzenberger, qui a écrit le livre « Et mes aïeux ». Oui. J'ai voulu rendre compte de ces éléments à la toute fin de mon livre, pour rendre compte de ces coïncidences autour de dates dans une lignée familiale, et de voir comment, dans certaines familles, il y a comme des dates qui se répètent, comme si l'inconscient se souvenait, et comme si le sens d'une histoire était plus fort que les événements causaux, et que l'inconscient essayait de nous communiquer quelque chose à travers cette répétition de dates. Par exemple, une mère qui a un enfant à telle date, et puis l'enfant meurt, et puis 1 an après cette mort, le même jour, elle va avoir un autre enfant. C'est le cas de Van Gogh, par exemple. Oui. Est né le même jour, à 1 an ou 2 ans d'intervalle, je crois, suivant la mort d'un autre Vincent. Oui. Et bien ça, je Ce pense qui va qu'il lui faut... laisser croire qu'il est un enfant de remplacement et qui lui passera Voilà. tout au long de sa vie. Voilà, l'enfant va porter cette espèce de communication inconsciente ou cette espèce d'affiliation inconsciente. Oui. Donc c'est d'essayer d'être au clair avec notre histoire, de voir que notre histoire personnelle s'inscrit dans une autre histoire. C'est le thème que je disais tout à l'heure au début de l'émission, qu'on est inscrit dans une symphonie qui a déjà débuté. Donc ce n'est pas que notre histoire, c'est notre histoire dans l'histoire de nos parents. Donc de prendre note, de s'intéresser à cette histoire familiale. Un mot, je crois, important, sur le visiteur. Qui est le visiteur? Tout d'abord, le visiteur, c'est vous. Magnifique. Oui. En l'occurrence, dans oui. cette émission. C'est celui qui arrive comme ça, spontanément. Comme là, je suis arrivé dans la radio. Il y a peut-être quelqu'un, quelque part en Suisse, qui a ouvert sa radio et qui a entendu ma voix comme ça. Et puis là, ma voix va s'arrêter. Bon, c'est celui qui arrive comme ça, qui vient souffler une idée quelconque, qui va... Le vrai visiteur est associé à un archétype. Le vrai visiteur est associé à un archétype. Je vais arriver très bientôt, mon cher. Mercure. C'est celui qui vient messager des dieux. Voilà, celui qui vient associé aux voyageurs, associé au commerce. Voilà, celui qui vient déstabiliser un ordre pour en recréer un autre. Et le visiteur, dans la pièce de théâtre, la très belle pièce de théâtre d'Éric Emmanuel Schmitt, qui porte le nom Le Visiteur, vient justement déstabiliser la vie de Freud. Freud, à la toute fin de sa vie, qui est malade, qui ne sait pas trop, et puis là, qui voit ce visiteur et qui l'accuse. Il lui dit, vous, là, il dit, partez immédiatement. Non seulement vous êtes un mythomane, mais vous êtes sujet à une névrose sadique. Vous n'êtes qu'un sadique qui profite d'une nuit de trouble, un sadique qui jouit de ma faiblesse. Et là, le visiteur va lui dire, mais docteur Freud, s'il n'y avait pas votre faiblesse, par où serais-je entré? Oui. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des failles, ou comment dire, les hasards nécessaires peuvent surgir dans notre existence parce qu'il y a une brèche. C'est de faire de la place à cette réalité que nous ne pouvons pas tout contrôler. C'est de faire de la place à cette, à cette humanité en nous. Jung disait, vaut mieux être complet que parfait. On aimerait bien être parfait, vouloir tout contrôler. C'est de faire de la place à la réalité, justement cette réalité de la faiblesse, ou à tout le moins de l'humanité que nous avons en nous, que nous ne pouvons pas tout contrôler. Donc c'est de faire de la place à cet imprévu, cet accidentel qui peut créer quelque chose dans notre vie. Les vies ont un thème, Jean-François Vézina, vous le laissiez entendre tout à l'heure avec ces motifs qui reviennent, un thème auquel on n'échappe pas ou auquel on peut échapper. C'est-à-dire qu'on n'échappe pas à la réalité que nous avons une histoire et que notre histoire s'inscrit dans une histoire. Plus nous élevons notre niveau de conscience sur notre histoire, plus nous pouvons avoir une prise sur notre histoire, c'est-à-dire prise étant relative, c'est-à-dire un pouvoir de créer. Moins on est conscient de son histoire, des thèmes importants de sa vie, plus on va répéter. Il y a un principe en psychologie qui nous dit on répète, on reconnaît et ensuite on peut réparer. Alors c'est cette nécessité de prendre conscience de la vie, de prendre conscience de soi-même le plus possible, davantage, pour avoir une possibilité de créer sa vie au lieu de subir sa vie.
Donc c'est dans cette perspective de pouvoir créer sa vie que la synchronicité s'inscrit. Elle s'inscrit dans cette volonté toujours plus grande de la psyché inconsciente de nous aider à prendre conscience de nous-mêmes. Et ce processus opère dans les rêves, opère aussi par des symboles le jour. Alors justement, tout à l'heure, on parlait du choix, faire le bon choix, c'est-à-dire aussi manière d'interprétation. Si on reprend cet exemple de l'abeille, vous avez trouvé cette abeille morte, entourée d'un cheveu rouge, et vous l'avez interprétée telle que vous l'avez racontée. Mais vous auriez pu voir les choses tout à fait différemment. Je ne sais pas, moi par exemple, j'aurais pu y voir cette rupture a finalement étouffé cette femme. Oui, sur quoi, je dirais, se baser pour pouvoir interpréter sans interprétation. C'est très intéressant et très important ce que vous amenez en lien avec cette idée de thème. C'est un peu comme si ma vie, j'avais un thème, mais je peux le jouer de plusieurs orchestrations possibles. Je peux toujours trouver une nouvelle orchestration pour jouer le thème de ma vie. À la limite, le sens précis que je donne à l'événement n'a pas d'importance. Mais est-ce que je respecte la direction, le sens général de ma vie? Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut opérer. C'est de voir que le sens n'est pas une question de, d'exactitude. Ou le sens est quelque chose de relativement flou. Ce que l'on va vérifier, c'est est-ce que suite à cet événement, la personne elle est mieux? Est-ce que suite à cet événement, la personne est plus en unité avec elle-même? Et là, on va pouvoir supposer qu'elle a trouvé, entre guillemets, le bon sens. À tout le moins, elle a respecté l'impulsion. De la même façon que les rendez-vous que nous avons dans l'existence, la synchronicité, c'est la science des rendez-vous, si on veut le faire simple. Je n'ai pas rendez-vous précisément avec une femme aux cheveux rouges qui s'appelle Bérénice. J'ai rendez-vous avec quelque chose qui est porté par cette personne. J'aurais pu rencontrer quelqu'un d'autre qui portait ce rendez-vous. Donc ce n'est pas la personne, ce n'est pas l'objet comme tel qui est signifiant, mais plutôt l'élan, le message qui est derrière. Alors voilà tout le travail d'interprétation, de sens. Est-ce que je respecte la direction, même si ce n'est pas précisément l'objet externe qui va me donner le sens, mais est-ce que je respecte, et ça on le voit, si la vie fait sens, si la personne se sent en harmonie avec elle-même. Là, on va pouvoir dire que la personne a trouvé, entre guillemets, le bon sens. Mais c'est sûr qu'il y a un travail continuel d'interprétation, à la fois des symboles, des synchronicités, mais un travail continuel d'interprétation de sa propre vie, du propre thème de sa vie. Vous dites guillemets. Ah, des guillemets. Ah, avec deux ailes, comme les ailes d'un papillon. Je parlais d'insectes. Hein, on a donc le papillon, on a la guêpe, non l'abeille. Il nous manque des scarabées. Jung avait une cliente extrêmement rationnelle qui était en thérapie depuis un bon moment. Celle-ci s'opposait à toutes les interprétations et offrait ainsi une résistance très importante au traitement. Lors d'une séance, la cliente rapporta un rêve qu'elle avait fait et dans lequel elle recevait en cadeau un scarabée doré. Au moment précis où la cliente rapporta son rêve, un insecte de type scarabéide, une étoile dorée, se cogna contre la fenêtre assez fortement pour attirer l'attention de Jung et de sa cliente. Jung se leva, prit l'insecte et le déposa devant la cliente. La cliente, sous le choc, commença alors à s'ouvrir davantage au processus de la thérapie. Cela ressemble fortement à cette histoire d'abeille qui vous est arrivée. Oui, cet exemple que vous venez de citer, c'est l'exemple que l'on pourrait dire typique de la synchronicité. Un peu comme toutes les sciences, toutes les nouvelles sciences ont un peu leur anecdote. On pense à Newton avec la chute de la pomme. Il y a plusieurs exemples comme ça. Ce que vous avez nommé, ce que vous avez identifié, c'est l'exemple typique de la synchronicité rapporté par Jung pour rendre compte justement de la synchronicité. C'est assez curieux, mystérieux que les synchronicités tournent autour d'insectes, tournent autour d'oiseaux. En fait, c'est régulièrement avec soit des insectes, des oiseaux, c'est des gens qui... Pas des gens, je m'excuse. C'est des organismes. me prendre pour de l'animisme. Ce sont des organismes qui vivent en communauté. C'est des organismes qui, justement, sont sensibles à une impulsion de la totalité. Et ça, je trouve que c'est important de le rendre compte dans la synchronicité, parce que le sens d'une synchronicité, c'est un peu comme une impulsion de la totalité. Un peu comme une volée d'oies. Vous savez, on a beaucoup d'oies au Québec, et
je suis toujours fasciné d'observer les volets d'oies, d'observer comment ces oiseaux peuvent arriver à franchir au-delà de 3000, 4000 km sans intelligence particulière. Vous savez, un cerveau d'oie, c'est pas très très gros. Toutefois, en s'organisant en réseau, c'est ainsi qu'ils tirent leur intelligence, et une très très grande intelligence, pour retrouver leur chemin, notamment à 3000 km de distance, pour faciliter aussi l'interaction entre les oies. Et ça, je trouve que c'est très important. Vous savez, les oies volent en V, en formation en V, pour justement faire en sorte que toutes les oies, que la communauté d'oies puisse se reposer suffisamment. Parce que l'oiseau qui est en tête, c'est elle qui a le vent devant elle, c'est elle qui a le plus de résistance. Mais il y a un système, et ça, c'est l'intelligence collective du groupe d'oies qui permet ça, qui permet à cette oie d'aller vers l'arrière. Puis ça permet aussi à une impulsion de la totalité. Lorsque je parle d'une impulsion de la totalité dans un système donné, il y a une impulsion qui est donnée à une oie de queue d'aller se placer à l'avant. C'est un peu ça la synchronicité. C'est une impulsion de la totalité, de l'inconscient collectif dans le cas de l'humain, mais de la totalité du groupe d'oies dans le cas des oies. Cette impulsion qui amène cette oie de queue à aller vers la tête. C'est sûr que nous, comme humains, on peut toujours résister et dire non, je ne veux pas aller à la tête de ma vie parce que j'aurais trop de vent ou ça serait trop difficile. Les oies ne critiquent jamais une impulsion de la totalité venant du groupe. Mais nous, comme humains, on peut toujours remettre en question. C'est notre pouvoir de liberté sur cette totalité qui essaie de nous trouver. Michel, une femme dans la quarantaine, se retrouva dans une situation où elle devait faire un choix. Voici le rêve qu'elle a fait. C'est un nouvel extrait de votre livre, Jean-François Vézina, Les hasards nécessaires à la synchronicité dans les rencontres qui nous transforment. Je vois un magicien qui a le pouvoir de réparer les cornes brisées des licornes. Je vois une licorne sans corne. Le magicien pose la corne sur sa tête et celle-ci se ressoude, comme par magie. Je suis pleine d'admiration pour cet homme, mais j'apprends par la suite que je suis en fait en train de regarder un film et que ce magicien n'est pas réel, il n'est qu'un acteur. J'éprouve une vive déception en constatant qu'il n'est que le personnage d'un film. Par la suite, Michel a rapporté les faits suivants. Rapportez-vous à votre tour, Jean-François Vézina. À mon réveil, je passais à côté de la cheminée sur laquelle était posée une licorne en verre soufflé que m'avait offerte un ami longtemps auparavant. Au moment où je passais près d'elle, la licorne tomba, se fracassa en plusieurs morceaux. La licorne se brisa aussi. Le rêve me revint alors brutalement. Alors ça, Jean-François Vézina et les auditeurs qui auront vu le film y penseront sans doute. La ménagerie de verre, où un personnage, une jeune femme boiteuse, collectionne des petits animaux en verre, dont une licorne qu'elle fait tomber et dont elle casse la corne et dans laquelle elle s'identifie puisque la licorne est, je dirais, boiteuse à sa manière. Vous m'apprenez quelque chose de très intéressant. Oui, je suis très heureux de vous l'apprendre parce que je pense que ça doit résonner terriblement en vous. Ah oui, ça m'appelle à aller voir ce film. Malheureusement, je n'ai pas vu ce film. Tennessee Williams, vous pouvez lire la pièce aussi. C'est pris en note. Oui. Parce que moi, ça m'a frappé, donc en lisant cet exemple. Oui. Je suis vraiment très, très impressionné par ce lien entre une vie personnelle, la vie d'une femme, le rêve d'une femme et le rêve d'une collectivité, avec moins cette œuvre. C'est aussi ce qui se retrouve tout au long, encore une fois, de votre ouvrage et toujours, bien sûr, en filigrane avec ce thème de la synchronicité. Jung, je poursuis la lecture, qui a créé le concept de la synchronicité, n'a jamais affirmé qu'il n'y avait pas de hasard dans la vie. Il a cependant édifié, avec la notion d'archétype, les détours nécessaires, les pentes inévitables du psychisme, qui sont activées et qui nous attirent dans une direction donnée lors d'une synchronicité. Ainsi, malgré tous les possibles, la psyché délimiterait naturellement certains chemins conduisant alors l'humain à faire certaines rencontres à des moments précis de sa vie. C'est encore une manière, je dirais, de paraphraser ce que vous avez dit tout au long de cette émission. Est-ce que vous pourriez, je dirais, étayer ce propos que je viens de lire par l'exemple des flocons de neige? Oui, c'est justement ce que j'avais à l'esprit lorsque je vous écoutais lire cet extrait. C'est de prendre notre vie, ou à tout le moins d'utiliser la métaphore du flocon de neige pour illustrer notre vie, pour illustrer ce jeu entre le hasard et la nécessité dans notre vie.
Vous savez, les flocons de neige ont toujours 6 pointes. C'est inévitable, c'est un déterminisme, c'est-à-dire c'est vraiment inéluctable. Toutefois, à l'intérieur des flocons de neige, il y a de la variation. Mais je crois que nos vies s'inscrivent dans cette métaphore du flocon de neige, à savoir que nous avons des rencontres inévitables avec nous-mêmes, pas nécessairement 6, mais un nombre indéterminé. Nous avons des rencontres qui sont prévues dans notre vie, et à l'intérieur de notre vie, des variations aléatoires, ce qui fait qu'aucune vie humaine, 2 vies humaines ne peuvent jamais être pareilles. Toutefois, tous les humains se questionnent sur les mêmes questions. Vais-je trouver une place pour moi dans le monde, qui est qu'on pourrait appeler un point de pointe du flocon, ou un questionnement. Et des coïncidences vont tourner autour de cela. D'ailleurs, je m'intéresse si jamais des gens ont des exemples à fournir de coïncidences, de synchronicité qui les ont aidés à trouver leur travail. Je travaille aussi là-dessus. J'invite les gens à éventuellement communiquer avec moi. Je cherche aussi des exemples à ce niveau. Donc, la question de trouver sa place dans le monde, la question de trouver sa conjointe ou son conjoint, c'est une autre pointe de flocon. Nous avons inévitablement des questions, des points d'attraction dans nos vies, mais la façon dont nous allons répondre à ces pointes demeure toujours unique, comme l'intérieur des flocons de neige. Jean-François Vézina, je rappelle que vous avez fait paraître Les hasards nécessaires à la synchronicité dans les rencontres qui nous transforment aux éditions de l'Homme. Mais je dirais sans remettre à la synchronicité, ou vouer à ce culte, ça en devient presque une forme de fatalisme. Le titre « Les hasards nécessaires » laisse, à mon avis, la place à un paradoxe. Ouais. Le hasard, il est nécessaire, mais il y a certains hasards qui sont plus nécessaires que d'autres. Qui sont essentiels, peut-être. Voilà. Mais il y en a qui ne sont pas nécessaires. Et mais souvent, à quoi il sert, votre livre? Peut-être à rien. Tout au long de l'émission, Jean-François Vézina, il y a des doux noms d'oiseaux qui ont été évoqués, des insectes et même des animaux avec les questions vaches. Ce livre, je vous lis, est peut-être entré dans votre vie grâce à un ami, à la suite d'une visite imprévue chez un libraire ou par je ne sais quel hasard. Il s'est introduit dans votre existence à un moment précis, faisant peut-être écho à des préoccupations actuelles. Il vous aidera, je l'espère, à amorcer un dialogue avec l'inconnu, celui qui traverse notre vie, qui nous bouleverse et nous questionne, tout comme le visiteur. Jean-François Vézina, de qui êtes-vous le visiteur? Bonne question. J'arrive. Vous le dire. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Vous voulez dire par... Une fois que l'émission sera terminée, ce qui ne saurait tarder. Vous avez parlé beaucoup d'animaux. Ce soir, je vais voir la pièce La Mouette de Tchekhov. Eh bien, bon vent, Jean-François Vézina. Et merci d'avoir accepté l'invitation à Azimut. Je rappelle que vous étiez en duplex avec nous, avec de votre côté en régie à Paris, Alexandre Lemierre, et puis avec moi à Lausanne, Nicolas Roland. Merci infiniment, Jean-François Vézina. C'est moi qui vous remercie. Vous écoutez Radio Suisse Romande, la première. Il va tout de suite être 14h et cette édition sera rediffusée vendredi soir prochain à 21h.